bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Plaisir que vous soyez là pour notre échange, Idir et moi-même, et puis plaisir aussi que vous soyez là pour voir le film. Donc je me présente, je suis Thomas Jenko et je suis le réalisateur en fait de The Last Idyll, donc un documentaire que vous verrez après notre discussion. Et donc je suis Idir Serguine, juste pour rappeler que ton film on l'avait programmé pour le Cannes hors la lumière 2020. Oui. C'est ça, je ne me trompe pas. C'est ça. Et c'est un film qui nous avait particulièrement touché. Et donc la question qu'on avait envie de discuter avec vous, enfin en tout cas devant vous, c'est cette question autour de la question de l'intériorité. La perception qu'on se fait souvent du documentaire, elle peut être un peu, disons, simpliste. Se dire que le documentaire, c'est juste filmer le présent, enregistrer ce qui se passe devant nous et juste être comptable d'une réalité. Alors qu'en vérité, le cinéma peut plus, et le cinéma dans le documentaire peut, comme dans la fiction, beaucoup plus que ça. Et vous, dans votre film, vous êtes vachement attaché à travailler la question justement de l'intériorité, de l'inconscient, de quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'intime. Et c'est quelque chose d'extrêmement complexe à filmer en général. Et il faut des stratégies, des moyens de mise en scène. Et c'est quelque chose dont on va discuter là pendant ce petit échange. Oui, c'est-à-dire que nous, en fait, effectivement, on est documentariste, on s'empare en fait du réel, mais pour nous, le réel, il est autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et notre porte d'entrée dans un film, dans un projet, c'est toujours en fait l'intériorité d'une personne. C'est-à-dire qu'est-ce qui meut la personne, quels sont ses désirs, quelles sont ses pensées, quelles sont ses envies. C'est ça en fait, c'est de ça dont on a envie de s'approcher. Et c'est un peu une gageure dans la mesure où le cinéma c'est quand même d'abord un art de l'extériorité. On filme des attitudes, on filme des comportements, on filme des corps. Et l'idée, nous, en fait, qu'on a à chaque fois, c'est comment on peut faire, parce que c'est pas la première fois dans nos films qu'on s'intéresse à ça, c'est comment on peut faire pour, au contraire, filmer quelque chose d'invisible, c'est-à-dire quelque chose, en fait, qui est l'intérieur d'une personne. Comment faire pour s'approcher, par les moyens du cinéma, de l'intériorité d'une personne. Et là, ce que je vous propose ce soir, en fait, c'est d'ouvrir un petit peu notre fabrique de films, c'est-à-dire la manière avec laquelle on a essayé de fabriquer notre film, en vous montrant quelques extraits qui ont pu nous influencer, de films qui nous sont chers, que vous découvrirez ou que vous redécouvrirez, selon en fait les réalisateurs. Et puis essayer de nous... C'est parfois des films qui sont éloignés de ce qu'on peut faire, mais qui nous nourrissent toujours dans la mesure où ils nous donnent des clés, des outils pour pouvoir approcher l'état, enfin l'âme, finalement l'âme d'une personne. Voilà. Et le premier film en fait le premier extrait qu'on va voir en fait c'est un extrait d'un film de Philippe Grandrieux, donc qui est un réalisateur contemporain. C'est un film qui s'appelle Il se peut que la beauté ait renforcé notre résolution. Ça s'inscrit en fait dans une série de portraits qui avait été commandés à des cinéastes sur des artistes. Et lui, Philippe Grandrieux, il a choisi de faire le portrait donc, de Masao Adachi. J'en dis deux mots très rapidement. Masao Adachi, c'est un cinéaste japonais très important qui a commencé à œuvrer dans les années 60, qui a fait un cinéma assez radical, qui a eu des prises de position politique très radicales qui l'ont amené à être aujourd'hui assigné à résidence au Japon. Donc il ne peut pas bouger. Et c'est une gageure aussi que d'essayer de faire un film, un portrait autour d'une personne en fait qui ne peut pas bouger, voilà, qui est chez lui et qu'on ne va pas pouvoir transporter dans plusieurs lieux. Voilà. Donc je vous laisse découvrir cet extrait puis on en parle après.でもやっぱり欲しかったのかな。じゃあ残念だな。残念なことばっかりを思い出すか。
残念がってばかりいたと言えばいたと言えるけども、しかしいつもね、いつもやっぱり欲しがってたんだろうな。求めてるっつったらなんとなく翻訳帳で嫌だけど、でも求めてたものはいっぱいあった。そう、その気分があったし、でもそういう言葉にすると美しすぎたんだよな。聞いた風寒くり落ちて水面も山もいて月の思い果たせのことごとよ、よ人よ歌えキリギリス。それだってセンチ過ぎるからな。センチ過ぎるものはセンチ過ぎるね。どうもちょっとぴったりこないところまでね。最初にじゃあ欲しがったものは何だろう。Dans cet extrait, c'est l'apparente simplicité du dispositif. C'est-à-dire on a un plan séquence, une voix off, pour parler de quelque chose d'extrêmement complexe qui est le rapport au temps, le rapport au souvenir et le rapport à la mémoire. Oui, c'est-à-dire que ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme tu le soulignes, dire, c'est qu'on est sur un plan séquence, donc on est dans un dispositif très simple qui est mis au service du processus de réminiscence, c'est-à-dire comment en fait un homme qui est quand même au crépuscule de sa vie parvient en fait à revenir parvient à replonger dans ses souvenirs et parvient à revenir à quelque chose qui au contraire renvoie à l'aube de sa vie, puisqu'il y a un moment donné on entend cette comptine qui renvoie finalement à son enfance. C'est l'entrée dans son processus de réminiscence. Il se fait par plusieurs choses. Grandrieux il efface en fait il n'y a pas de médiation en fait finalement entre ce qui est filmé, entre l'acte de filmer et puis Masao Adachi, donc c'est-à-dire son sujet, la personne qui filme. Philippe Grandrieux, il s'efface complètement en fait derrière la personne qui filme, et pour ça, dans l'extrait qu'on a vu, il procède beaucoup par soustraction. C'est un plan séquence, donc il n'y a pas de mouvement trop apparent de mise en scène. On n'est pas dans quelque chose d'opératique. Il y a ensuite une volonté en fait de sous-exposer, c'est volontairement sous-exposé, donc l'image est assez sombre, c'est-à-dire que la silhouette en fait de Masao Adachi se distingue à peine, la silhouette de la petite fille elle est réduite à simplement la couleur rose, et on suit le mouvement de balancier qu'elle fait, et ce mouvement de balancier en fait c'est aussi le mouvement du temps, quoi. C'est le balancement en fait qui est donné par le temps. Quand je dis aussi que c'est un processus qui est fait par soustraction, on peut voir également ce qui se passe au niveau du son. Puisque les sons in sont gardés, on les entend, on entend un petit peu les cris, les rires de la petite fille, on entend en fait ce que Masao Adachi lui dit, on entend également une petite ritournelle qui tourne dans le fond, mais ce qui passe au premier plan, c'est vraiment le bruit qui est pourtant plus faible, le murmure en fait de sa voix, tandis qu'il essaie de revenir vers ses souvenirs. Et ce murmure, on entend tout, c'est-à-dire qu'on a gardé également toutes les scories, ce qu'on enlève habituellement, les petits bruits de bouche, toutes les petites choses en fait. Oui, il y a quelque chose d'artisanal en tout cas, d'imparfait. D'ailleurs, c'est marquant parce qu'il n'y a jamais le point dans le plan. Et c'est ça, il n'y a jamais le point, ce qui correspond aussi au processus de la mémoire, c'est-à-dire que finalement la mémoire, comment ça fonctionne, on s'accroche à un élément au détriment de tout le reste, tout est un peu nébuleux, et il y a une chose qui ressort, et lui par exemple, ce qui le met sur la piste de ses souvenirs, c'est vraiment cette ritournelle, hein, c'est quand même ça.
et tout le reste en fait est effectivement sans le point. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Oui, c'est aussi de dire, ce qui est intéressant, c'est les conditions d'enregistrement de la voix, parce que Philippe Grandrieux, il a laissé un enregistreur en fait à Masao Adachi, il s'enregistre seul. Il n'y a pas toute une équipe en fait autour de lui pour faire cet enregistrement. C'est vraiment Masao Adachi qui s'enregistre tout seul. Donc c'est-à-dire qu'il est dans un rapport en fait personnel entre lui et lui-même, et c'est ça qui permet aussi d'avoir en fait cette extrême proximité et cette entrée complète en fait dans l'intériorité de Masao Adachi, jusqu'à entendre la manière avec laquelle il revient vers le souvenir. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Tu veux dire que là sur le plan, en fait, c'est Gandrieux qui fait le montage, en fait, qui fait l'association. Ouais. Qui fabrique quelque chose, en fait. C'est exactement ça. Ouais. Il met en rapport en fait ce plan séquence avec ce qu'il pense pouvoir venir rebondir en fait au niveau de la voix. Et là, ce qui vient rebondir en fait, c'est effectivement ce moment, cette clé en fait vers le passé. Parce que tout le film est un regard rétrospectif de Masao Adachi sur sa vie, en fait, sur ce qu'il a traversé. Et ça, c'est une séquence qui se trouve au début du film et qui est le point d'entrée, la clé en fait d'entrée vers ses souvenirs, les souvenirs les plus anciens, parce que c'est un homme quand même assez âgé. Mais en fait, ce qui est aussi hyper étonnant dans cet extrait, mais qu'on retrouve un peu dans votre film, c'est le sentiment qu'on retrouve des images comme des espèces de traces, de traces d'une intimité ou de traces du réel, comme si c'était des choses qui n'étaient pas destinées au préalable à être montrées. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que en plus, le dispositif de tournage, il est quand même extrêmement simple, et puis on va dire nu, hein. C'est surtout entre Philippe Grandrieux et lui. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires, il n'y a pas la lourdeur en fait d'une équipe autour de Masao Adachi, et c'est ça aussi qui permet le point de jonction entre une personne, ce qu'elle a au fond, et puis ce qu'elle peut ensuite restituer pour nous tous ici spectateurs. Mais ça dit quelque chose aussi de la position du cinéaste ou des cinéastes tous les deux dans le rapport au sujet que vous filmez, c'est-à-dire pour capter cette intimité-là, il faut, ça donne le sentiment qu'il faut abandonner quelque chose, en tout cas quelque chose qui est de l'ordre de la maîtrise. Oui, c'est-à-dire que c'est un processus où il faut partir avec un projet cinématographique précis. Là, dans le cas de Gandrieux, c'est le cas, hein. Une sous-exposition qui est quasiment constante, le film est quasiment entièrement sous-exposé. C'est normal parce que comme on revient sur des souvenirs, on part en fait de quelque chose qui est dans l'obscurité. Processus de tournage aussi dans lequel il y a un enregistreur mais qui est très simple. Et on sent bien que Masao Adachi le tient très proche en fait de lui, ce qui permet en fait d'avoir vraiment accès à les infimes en fait mouvements de sa voix. Et c'est ça, à mon avis, qui fait la beauté de cette séquence-là et du film. Et c'est ça aussi qui permet à nous de pouvoir nous approcher en fait de cet homme, parce qu'on est quand même très très près. C'est-à-dire que quand même, même si c'est un plan comme ça à l'épaule, un peu presque à l'arrache, en fait, il y a quand même quelque chose qui fait qu'on s'approche vraiment de son visage, on s'approche en fait de son corps, tout en n'ayant pas complètement accès à lui, parce qu'il y a aussi une forme de pudeur. Il faut quand même garder une forme de distance malgré tout, parce qu'il faut garder cette pudeur quand on essaie de rentrer en quelqu'un. Mais du coup, c'est pas moi. Je connais les extraits qui vont suivre, mais du coup, on y reviendra plus tard. Mais là, ça me fait penser à cette notion de matière, en fait. C'est-à-dire comment fabriquer ou comment rendre compte ou donner l'illusion de la matière pour pouvoir donner l'illusion donc de l'intimité, du temps. Enfin, comment de l'indicible on peut rendre compte, en fait. C'est ça. C'est ça. Et là d'ailleurs, juste pour petite info, c'était quand même au tout début. Enfin, on était quand même au début de la généralisation de l'utilisation du numérique quand Gandrieux fait ce film, et il utilise vraiment en fait tous les défauts du numérique pour rendre compte de ça. C'est-à-dire que le numérique, au final, c'est pas fait vraiment pour être sous-exposé. Normalement, il faudrait que l'image soit nette, et lui, il fait exactement l'opposé, quoi. Il fait exactement l'opposé, et c'est en se servant de ce qui ne va pas en fait dans le numérique qui permet d'obtenir ça. Qu'il arrive à obtenir ça. Et alors, peut-être pour avancer sur la suite, il y a cette idée du dérèglement, en tout cas du dérèglement des émotions, des sensations, des perceptions, et ça amène à l'extrait que tu as choisi après. Ouais, donc on a choisi en fait un deuxième extrait. Donc ça, c'est un film qui est quand même plus connu, hein. C'est un extrait en fait de Aguirre, la colère de Dieu, de Werner Herzog.
When we reach the sea, we'll build a bigger boat. And with it we'll sail north and take Trinidad away from the Spanish crown. From there we'll go on and take Mexico from Cortez. What a great betrayal that will be. We will then control all of New Spain. And we will stage history as others stage plays. My own daughter, and with her found the purest dynasty ever known to man. Together we will rule the whole of this continent. And the wrath of God. Who else is with me? Je parlais de dérèglement tout à l'heure, donc on est totalement du côté de la folie. Mais tu peux peut-être nous recontextualiser le film. Ouais, je vais recontextualiser un tout petit peu. Bon, déjà, ce qui est intéressant aussi pour approcher en fait une intériorité, c'est tout ce qui se joue finalement en dehors du film, c'est-à-dire en dehors du geste cinématographique. Il y a quelque chose qui précède en fait le geste cinématographique. Ici, on a quand même un couple réalisateur-acteur qui est un des couples quand même les meilleurs ennemis, les ennemis intimes, donc Werner Herzog et Klaus Kinski. Et disons que leur relation en amont du tournage, le fait en fait qu'ils aient déjà passé du temps ensemble, qu'ils se connaissent, qu'ils s'aiment et qu'ils se détestent à la fois, ça nourrit en fait le film. Et ça, malgré tout, ce rapport qu'on peut avoir en tant que réalisateur de fiction avec un acteur ou en tant que réalisateur de documentaire avec la personne qu'on veut filmer, ce rapport qu'on a en dehors du tournage joue énormément dans la possibilité d'approcher l'intérieur de quelqu'un. Parce qu'il faut aussi se laisser... il faut que la personne en fait le veuille quelque part. Et on va toujours jouer avec ça dans la mise en scène et dans ce qu'on veut dire. Exemplairement ici, donc le film très rapidement, il raconte comment des conquistadors espagnols s'en vont trouver l'Eldorado, donc dans un pays en Amérique du Sud.
Et donc l'un de ses conquistadors est Klaus Kinski, l'acteur là qu'on voit, qui est allemand. Hein, donc c'est un acteur blond qui joue un allemand qui joue un espagnol conquistador à la recherche de l'Eldorado. Et là, ce dont essaie de rendre compte en fait Werner Herzog, mais nourri de ce qu'il sait aussi de Klaus Kinski, c'est la mégalomanie du personnage. Finalement, ça c'est la séquence finale du film, et l'apothéose du personnage vient au moment même où il est en train d'échouer, quoi. C'est-à-dire que c'est au moment où il échoue qu'il connaît son apothéose. Et toute la mise en scène tourne en fait autour de ça. Il y a une mise en scène qui est quand même ici extrêmement emphatique, qui est la marque de fabrique de Werner Herzog, une mise en scène emphatique, mais qui est mise au service d'un univers extérieur et intérieur, surtout l'univers intérieur du personnage qui se délite. On le voit bien, il va faire appel à tous les moyens de la mise en scène. Exemplairement, il y a de la caméra portée, il y a des plans fixes, il y a à la fin un travelling en fait circulaire. Donc il va vraiment utiliser tout ce qui est possible. Beaucoup d'échelles de plans, plan large, gros plan, plan rapproché, plan taille, enfin vraiment un peu de tout. C'est parfois même délirant, mais il y a même la même chose du point de vue du son, parce qu'on n'est pas du tout dans une recherche de réalisme. En fait, en tout cas, il y a la volonté du point de vue du réalisateur de se manifester aussi dans cette séquence-là, c'est-à-dire d'accompagner par un geste de mise en scène affirmé et visible ce qu'il veut raconter du personnage qu'on voit à l'écran. Exactement, c'est-à-dire que ce qui se passe en fait, c'est que le réalisateur, donc Werner Herzog, agit comme un démiurge. Et finalement, en agissant comme un démiurge par cette mise en scène extrêmement démonstrative, en fait, il rejoint ce qui se joue aussi pour le personnage, quoi, pour Klaus Kinski, en fait, dans cette scène. On voit bien que Klaus Kinski jette énormément en fait, de regards hors champ, des regards quand même hallucinés, complètement fous. Il regarde même au-delà des spectateurs. Il y a des regards en fait, qui se font au-delà des spectateurs parce qu'il est dans un autre univers. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'il joue au son. Parce qu'au son, la majeure partie de ce qui se dit est en off, c'est une voix off. Et il dit une première fois, je suis la colère de Dieu, il le dit en off. Mais quelque part, il sait, et c'est par le passage au in que Werner Herzog nous le fait comprendre, il sait que c'est dérisoire. Parce qu'il essaie ensuite de s'en convaincre en le disant une deuxième fois à voix haute sur son radeau, alors qu'il n'y a plus rien du tout. Devant un singe. Avec 20 singes, et ça confine presque au grotesque quoi, par moment. C'est-à-dire que même quand il lance le singe, on sait très bien en fait qu'il est en train d'échouer, que c'est quelque chose en fait qui ne fonctionne pas. Mais il y a je t'interromps, mais il y a aussi un rapport là on parle beaucoup d'Herzog, mais aussi le rapport entre guillemets du sujet qu'on filme, en l'occurrence c'est Klaus Kinski, dont on sent qu'il joue aussi de la présence de la caméra. Et il y a quelque chose d'un peu grotesque, mais il en fait beaucoup, peut-être un peu trop. Enfin, il y a ça aussi qu'il faut accepter pour pouvoir capter quelque chose de déréglé ou de dérégulé, en tout cas dans la figure de la folie. Complètement. Hein. De toute façon, là, ce qui se passe, c'est que l'univers en fait qui se dessine en fait autour de Klaus Kinski est une extension en fait de son univers mental. C'est-à-dire qu'on a accès à son intériorité en regardant l'univers qui se déploie autour de lui. J'ai parlé des mouvements de caméra, mais on pourrait parler aussi du son. Le son, il y a quelque chose d'intéressant. La bande-son, ici, c'est de l'ambiante. Hein. C'est un groupe allemand en fait, qui s'appelle Popol Vuh. Et c'est un mélange en fait, de musique un peu ethnique avec une sorte d'ancêtre d'électro. Et c'est une musique qui n'a absolument rien à voir avec l'univers dans lequel s'inscrit le film. Il y a quelque chose en fait, qui s'inscrit complètement en décalage, de la même manière que le personnage en lui-même est complètement en décalage avec ce qui se joue. La musique, la mise en scène et la façon dont Klaus Kinski incarne son personnage permettent de faire comprendre en fait ce qui se joue réellement en lui. La fracture en fait qui vient à ce moment-là le saisir. Et ça c'est quelque chose auquel nous on est très attachés parce que ce qui nous intéresse aussi dans l'exploration de l'âme de quelqu'un, c'est ce moment où quelque chose d'important va se jouer, ce moment où quelque chose va craquer, ce moment où il y a une fracture en fait. Ça peut arriver à chacun d'entre nous. Et c'est pas forcément quelque chose de très simple à saisir, mais nous, c'est ce qui nous intéresse. Vous le verrez dans le film qu'on a fait, c'est vraiment ce moment-là particulièrement qu'on a essayé de capter, ce moment où quelque chose se brise, et c'est exactement ce qui est fait ici dans la séquence qu'on vient de voir. Ce moment où le rêve fou porté par Klaus Kinski échoue misérablement. Et vous, vous le verrez, mais on sent bien dans votre film que vous avez mis en place un dispositif, ou en tout cas mis en place quelque chose dans votre relation, comme sans doute Herzog, comme sans aucun doute
Herzog et Klaus Kinski, de l'ordre d'un jeu de mise en scène, d'un jeu de rôle. Il y a quelque chose d'un peu ludique aussi dans la relation. Ah, complètement, parce qu'aujourd'hui, je pense que quand on fait un film, et même quand on filme une personne réelle qui a sa propre vie, etc., quand c'est pas un acteur, ce qui est le cas pour nous, personne n'est neutre face à une caméra. Tout le monde sait comment ça fonctionne. Tout le monde en a déjà tenu une, ne serait-ce qu'avec son smartphone. Tout le monde a déjà été filmé. Donc il n'y a pas, en fait, il n'y a plus cette espèce de candeur par rapport au fait d'être filmé. Et donc évidemment, quelqu'un qui est filmé, même si c'est pas un acteur, il joue avec l'objectif, il joue avec la caméra, il joue avec ce qu'on fait, et il faut s'en saisir, et il faut l'anticiper, et il faut le prendre en compte, parce que c'est ce qui va aussi nourrir le film. La manière avec laquelle la personne qu'on filme s'empare aussi de la mise en scène, parce qu'elle s'en empare à un moment donné de la mise en scène. Il y a un challenge en fait qui se fait avec la personne filmée. Ça, il faut le prendre en compte parce que ça nourrit aussi le film. Là, si on a choisi cet extrait qui montrait la mégalomanie d'un personnage, c'est quelque part, vous verrez, la personne qu'on filme, elle a quelques accents qui peuvent être un peu mégalos par instant. Et ça nous intéresse aussi de le montrer, cette cassure, en fait, ce moment où on veut s'élever dans quelque chose qui est prométhéen, et qu'on ne peut pas atteindre, quoi, finalement. Mais du coup, ça nous invite à l'extrait suivant, parce que c'est cette idée de dépassement de soi, ou en tout cas d'intériorité, d'inconscient face à cette espèce de va-et-vient entre ce qu'on veut montrer, ce qui est dissimulé à l'intérieur de nous, et quelque chose d'extrêmement complexe à filmer. Et ça nous oblige, enfin en tout cas ça a obligé certains cinéastes à casser un peu les règles du réel, du rapport au réel, et à agglomérer, additionner tout un tas de pratiques de fabrication de films, d'images, et j'ai l'impression que dans le film suivant, dans l'extrait suivant, il y a quelque chose qui est complètement là-dedans. Ouais, bah, vous allez voir l'extrait suivant, donc c'est un extrait qui est à peu près au début du film, de My Winnipeg, en fait, de Guy Maddin. C'est une sorte de documentaire expérimental, mais c'est au-delà de ça, parce qu'il y a aussi de la remise en scène, il y a des passages fictionnels, c'est un peu un mélange. Et c'est très intéressant parce que My Winnipeg, donc Winnipeg c'est une ville qui se trouve au Canada, c'est une ville où il fait quand même souvent nuit, où il fait très froid et qui incite à à développer en fait un certain caractère, parce que l'une des questions qu'on se pose aussi quand on filme l'intériorité, c'est de quel territoire on vient et comment le territoire d'où l'on vient et le territoire que l'on habite infuse en nous et nous transforme. Et je pense que c'est ce qu'essaie de faire en fait Guy Maddin, qui a vécu à Winnipeg, qui vient de Winnipeg dans ce film, qui est un film un peu hommage à la ville dont il vient. Winnipeg. 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 Snowy, sleepwalking Winnipeg. My home for my entire life. My entire life. I must leave it. I must leave it. I must leave it now. But how to escape one's city? How to wake oneself enough for the frightening task? And how to find one's way out? The greatest urban train yard in the world. Arteries, iron veins, ways out. The dream train, chugging, dreaming, sleep chugging, out of the lap of the city. Out of the lap described by the forks, of the red, the Assiniboine, the forks. Assiniboine and the red. The rivers that forced animals and hunters alike onto the same waterside pathways. The forks, the lap. The forks, the lap. The forks, the lap. The forks, the lap. The reason we are here, right here, in the center of the continent. The heart of the continent. The hunted lap, the woolly lap, the lap of my mother.
arteries, the forks beneath the forks. An old tale from the First Nations has it there are subterranean forks. Two secret rivers meeting directly beneath the Assiniboine Red. This double pairing of rivers being extra supernaturally powerful. The animals, the hunters, the boatways, water and rails, these are the reasons we're here. Pulling out of the station. Pulling out of the station. What if I had already left decades ago? What if? What if? Winnipeg. Always winter. Always winter. Always sleepy. Winnipeg. 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 The train tracks cross the streetcar tracks and in turn cross the streets and the alleyways. Everything beneath thin layers of time, asphalt, and snow. Are these arteries still here? Are they dug out every night and reburied every dawn? We Winnipeggers are so stupefied with nostalgia, we're actually never quite sure. I never really know anything for sure, except that after a lifetime of trying and many botched attempts, this time I'm leaving for good. Again. C'est dans cet extrait, alors sans, il faut pas, enfin, le dire comme ça serait être un tout petit peu réducteur, mais il y a quelque chose de l'ordre quelque chose de quasi psychanalytique, en tout cas dans la recherche d'une archéologie de la mémoire liée au territoire. D'ailleurs, tout le texte le raconte quand même, c'est-à-dire la fourche sous la fourche, l'asphalte. Il y a quelque chose, on est vraiment dans une perception du réel et du territoire qui est de l'ordre du sédiment et qui raconte quelque chose de l'intériorité de celui qui filme, de celui qui le raconte, avec un dispositif de mise en scène qui est d'une générosité et en même temps d'un artisanat qui saute aux yeux. Enfin, oui, c'est-à-dire que ici, effectivement, comme l'a dit Edir, on est dans un cinéma qui est artisanal et expérimental aussi, par bien des aspects. Il peut se rapprocher en fait des tentatives en fait de cinéma surréaliste, du cinéma muet en fait des années 20, des années 30. On retrouve vraiment en fait le même genre le même genre en fait d'outils qui sont utilisés, c'est-à-dire à peu près tout. On a le son, on a l'image, on a des cartons, avec des écrits en fait dessus, d'ailleurs qu'on a à peine le temps de lire, ce qui est fait un petit peu exprès dans la mesure où tout concourt à rendre compte de cet état de somnolence. C'est-à-dire que le dispositif de mise en scène, il est au service en fait d'une mise en hypnose à la fois en fait du personnage et à la fois en fait aussi du spectateur. Pourquoi ? Parce que au son, ce qui guide en fait les choses, c'est le chuintement des roues du train sur les rails. C'est aussi de temps à autre, pour essayer de varier, pas essayer de changer de sujet, mais disons essayer de varier la nature même du sujet. On a en fait le bruit en fait, de la sirène en fait du train qui permet en fait ça aussi. On est dans un univers de torpeur et dans cette torpeur il y a le travail du rêve qui se met en place. Et il y a une circularité qui est intéressante parce qu'on part toujours. Il y a un régime d'images ici qui est intéressant parce qu'il y a à la fois des images filmées, même si tout est en noir et blanc, il y a des images filmées au présent dans le Winnipeg d'aujourd'hui. Il y a des images d'archives qui montrent le Winnipeg d'antan, et puis il y a des images qui sont créées spécifiquement en fait pour essayer de nous mettre dans la tête en fait de ce personnage. Et quand je dis qu'il y a une circularité, c'est qu'on part toujours ici des images du Winnipeg du présent, donc c'est-à-dire l'histoire au présent. On repasse en fait par la grande histoire. Là par exemple on nous parle de l'arrivée des premiers colons, on nous parle en fait des Indiens aussi, pour revenir vers quelque chose d'intime, repartir vers le présent, etc. Et toujours dans un mouvement de circularité. Exemple en fait, le personnage bute sur des mots, il bute par exemple sur la fourche. La fourche l'amène en fait donc au présent, il bute sur la fourche en partant des artères de la ville, des artères créées par les voies de chemin de fer. Il arrive en fait sur les cartes de ce qu'a été Winnipeg dans le passé. On voit ces cartes s'inscrire à l'écran. Donc on est dans la grande histoire, on nous compte en fait les colons, et d'un seul coup on repart vers l'intime, puisqu'on repart vers le sexe en fait de sa mère,
Et tout ça est lié par un seul mot, la fourche, quoi. C'est-à-dire la fourche, et c'est ça en fait qui déclenche tout, et qui déclenche en fait ce flot d'images qui s'entrechoquent. Mais il y a aussi un véritable exercice pour le coup d'écriture, de montage dans l'extrait que tu vas me montrer, c'est-à-dire que c'est une addition, ça semble être une espèce de jeu d'assemblage de choses totalement disparates et dont il faut chercher par le geste du montage à donner sens pour raconter quelque chose de l'intimité ou de la réalité qu'on vit au moment même parce que c'est quand même quelqu'un qui somnole, quoi, qui est pas le Exactement. C'est-à-dire que c'est vraiment l'exact opposé de ce qui a été fait dans la première séquence. C'est-à-dire que dans la première séquence, tout fonctionnait par soustraction. Là, ici, tout fonctionne par addition. C'est une addition très généreuse, mais c'est un trop-plein en fait, d'idées. Il y a presque trop d'idées, quoi. C'est-à-dire que finalement, c'est très découpé. On voit beaucoup de choses. Il y a des images en fait, qui reviennent, mais pas exactement de la même manière. Il y a des textes qui s'inscrivent à l'écran, mais qu'on n'a pas le temps de lire, mais qui sont comme, en fait, comme quand nous, en fait, on est dans un processus de rêve. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui jaillissent, mais qu'on n'a pas le temps de saisir, quoi. Et ben le montage essaie d'épouser ça. Il essaie en fait d'épouser en fait ce mouvement du rêve où des choses jaillissent, mais on n'a pas le temps de les saisir, et où on va buter en revanche sur d'autres. Et plutôt que d'être du côté du récit, on est du côté de la suggestion là pour le coup complètement. Alors là, ce qui est vraiment ce qui nous intéresse en fait là-dedans, c'est que finalement, le cinéaste, que nous dit-il quand il nous montre ça et de cette manière-là, il nous dit voilà, abandonnez votre intellect, abandonnez-vous en fait à la sensation. Ce qui va primer en fait ici, c'est la sensation. Par la suite, dans votre tête, vous ferez un travail en fait intellectuel qui vous permettra de recoller en fait les différents morceaux. Mais abandonnez-vous à cette sensation, abandonnez-vous à la somnolence et abandonnez-vous à ce qu'elle provoque. Et nous, c'est quelque chose auquel on est très attentif parce que dans le film qu'on a fait, cet aspect un peu trip. Parce que c'est ça, en fait, ce que propose ici Guy Maddin dans My Winnipeg. C'est quelque chose auquel on a été vraiment attentif parce que c'est ce qu'on a vraiment essayé de faire. Il y a des moments où, en fait, on s'est dit il faut parvenir à mettre le spectateur dans une position de trip qui est celle aussi du personnage. Il y a une petite chose aussi qui revient quand même sur les trois, on a parlé tout à l'heure, mais qui revient quand même sur les trois extraits, puis qui est complètement flagrant dans votre film. C'est alors, je citais Lévinas dans la discussion qu'on a eue tout à l'heure, donc Lévinas philosophe, qui dit cette chose que je trouve très belle, il dit la pensée, elle n'est pas optique, la pensée, elle est oui. C'est-à-dire que, en fait, et depuis le début, et on voit vraiment dans votre film, le travail au son, c'est quelque chose auquel vous êtes extrêmement attaché, qui est une pierre angulaire en fait, de votre travail, en tout cas dans le film, dans The Last Hillbilly, ça saute aux yeux, mais dans tous les extraits que tu as choisis, on le voit aussi beaucoup. Pour nous, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que particulièrement en documentaire, le son est parfois le parent pauvre. Nous, on a fait l'inverse, on a accordé vraiment une grande attention au son parce qu'on sait en fait que souvent c'est ce qui va guider, en fait, c'est ce qui va permettre de guider en fait le spectateur vers quelque chose, vers un endroit d'ailleurs qui n'est pas forcément un endroit, une géographie, ce qui peut être un endroit en fait mental. Et là, dans les extraits qu'on a choisis, c'est vraiment ça, le travail au son, il est toujours extrêmement minutieux parce que c'est lui en fait qui va permettre de plonger le spectateur dans un état particulier. Et ça pour nous, c'est fondamental, quoi. Ce travail au son, il est fondamental. Et d'ailleurs, dans l'extrait qui suit, c'est la main invisible de tout le travail de l'extrait qui suit, j'ai l'impression. Exactement. L'extrait qui suit, c'est un extrait en fait de Terrence Malick. Donc c'est un de ses derniers films, donc Night of Cups. Rapidement, il y a eu deux Terrence Malick. Il y a eu une première partie où il était dans un cinéma peut-être plus classique, quoique il était aussi dans une exploration. Non, mais il était déjà dans une exploration de l'intériorité. Et puis il a eu un long silence. Et quand il est revenu en ayant quelque part, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, réinventer complètement une grammaire cinématographique, et notamment en termes de montage. Vous regarderez en fait dans ce passage-là, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont il travaille ses raccords, on dirait presque en fait des espèces de raccords sautés. C'est-à-dire, je peux pas le dire autrement, c'est comme une sorte de raccord sauté. Redeem my life. Justify it. Ah, look at the fierce one. The fierce one, the fierceness in his eyes, the rage. Oh, Billy. I died.
different way. I know you don't love me. I know things. Say it. I know serious information. I've blinded you. My life has. Lousy, crappy job that they wanted to do. But because I stumble down the road like a drunk, that doesn't mean it's the wrong one. I turned you upside down. Grab it and hold it. Take chances. My son. The light's gone out of your eyes. Womanizer. Cut off. Life. A goddess. Là, de tous les extraits qu'on a vus, c'était l'influence la plus claire, la plus consciente. Je pense que les autres, en fait, c'est des films qu'on connaissait très bien et c'est une influence plus inconsciente, même si on l'avait en tête. Mais disons que ça, vraiment, Night of Cups et Malick, la deuxième partie de l'œuvre de Malick, ouais, c'était une influence très consciente. La manière, en fait, de monter les images, l'hétérogénéité, en fait, des images aussi. Parce que vous verrez, dans notre film, il y a des images qui ont des provenances diverses. Là, on le voit bien, des fois, au détour d'un raccord, en fait, on passe d'un plan en fait, qui est filmé avec une caméra classique, numérique classique, très bonne définition, à un plan qui est fait au téléphone portable, puis à la GoPro, et on passe sans cesse en fait, d'un régime d'image à un autre, ce qui là aussi, en fait, épouse beaucoup ce qui peut se passer dans la vie intérieure, quoi, qui épouse vraiment parfaitement la vie intérieure, et le travail aussi sur le son, où, comme vous avez pu l'entendre, on passe sans cesse en fait, le off se mélange au in, ils se disputent un petit peu parfois la première place, parfois il y en a un qui repasse au-dessus, l'autre en dessous, et toute la séquence qu'on a vue est une séquence finalement rétrospective, c'est-à-dire c'est une séquence au passé qui tourne en fait autour de la douleur de la perte d'un frère, et
elle ne finit par rattraper le présent qu'à la toute fin. C'est-à-dire quand la personne en fait sort de l'eau, là enfin on est avec l'acteur, donc Christian Bale, au présent, dans le moment présent. Lui il est scénariste à Hollywood, c'est un scénariste en fait qui n'écrit plus, qui est un peu perdu, et toute la séquence de réminiscence auparavant nous prépare en fait à ce moment où il est dans cette fête et où on se rend bien compte qu'il est là sans être là, à l'image de ce qui se passe avec le chien. C'est-à-dire que l'image en fait du chien, parce qu'il y a aussi quelque chose de métaphorique pour nous faire comprendre la perdition de Christian Bale dans cet univers, c'est ce qui se passe avec le chien. Le chien, il essaie d'attraper la matière, il essaie d'attraper la balle. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est ce rapport à la matière. Et c'est vrai que nous, d'un seul coup, spectateurs d'une addition ou d'un délire en fait d'image, de montage, de son, on devient tout à coup actif à ce moment-là parce qu'on a envie qu'il arrive, comme sans doute le personnage principal, on a envie qu'il arrive à nous transmettre ça, à nous transmettre cette matière. Exactement, on a envie qu'il attrape la balle, on a envie en fait qu'il nous transmette cette matière, on a envie que le personnage reprenne pied dans le monde. Or c'est pas possible, c'est ce que nous montrent en fait ces tentatives avortées finalement avec le chien. Et c'est comme ça en fait, c'est par cette extériorisation et par cette participation active du spectateur qu'on fait comprendre en fait que c'est le but, c'est le désir du personnage d'essayer de reprendre pied, mais qui n'y parvient pas, quoi. Et Terrence Malick aussi, quand je parlais du raccord sauté, c'est un ensemble d'instantanés. Il y a beaucoup, on traverse là, dans cette séquence qui fait 3 minutes et demie, on traverse énormément d'espaces, on traverse des espaces qui sont des espaces réels, des espaces dont on peut penser que ce sont des espaces mentaux. Par exemple, son père, le vieil homme un peu fort qui se déplace en fait sur la scène, c'est pour nous rappeler en fait qu'on est quand même dans une mise en scène, qu'on est dans une recréation. Et tout ça, en fait, ça concourt à nous perdre dans ce qui fait aussi en fait ce sentiment en fait d'être dépassé par la réalité qui est celui de Christian Bale en fait à ce moment-là du film. Et on a l'impression qu'il utilise tout, en tout cas moi quand je vois les 3 extraits précédents, on a l'impression qu'il synthétise, en tout cas dans l'extrait que vous avez choisi, que tu as choisi, ça synthétise tout ce dont on a parlé auparavant. Ouais, pour nous, c'est vrai que comme c'est une grosse influence, forcément, on a l'impression vraiment que tout est synthétisé. Il y a aussi l'usage de la musique qui est très intéressant. Elle change tout le temps. Il y a une partie de la composition en fait qui est souterraine parce qu'il y a de la musique finalement tout le temps. Du début en fait jusqu'à la fin de l'extrait, il y a de la musique, mais tantôt elle est souterraine, tantôt elle remonte au premier plan et c'est elle qui guide l'action. Et à partir du moment où la musique prend vraiment le pas, alors là, dans ces cas-là, c'est à elle qu'il faut s'accrocher parce que les images commencent à devenir beaucoup plus rapides, le montage est beaucoup plus heurté et on passe d'un instantané à un autre. Mais ce qui est intéressant et ce que ça dit, et c'est ça aussi la force du cinéma, et c'est ça aussi la force d'une image qui peut dire quelque chose d'intérieur, c'est que même un instantané, même une seconde, une image peut dire quelque chose de très profond en fait sur une personne. Là, c'est ce qu'on voit. Il y a par exemple ce trou qu'on voit en fait dans un mur gigantesque qui est filmé en contre-plongée. Il dit bien en fait la perfection du mur, le plan est un peu oblique, la perfection du mur, et en même temps ce trou qui vient le gâcher, quoi. Mais justement, parce qu'il s'agit d'un extrait de fiction, il y a quelque chose qui est hyper intéressant qui ramène aussi à votre propre film, c'est que vous n'êtes pas vous-même dans votre propre, dans The Last Duel, vous n'êtes pas du côté du récit classique. Et là non plus, on n'est pas du côté du récit classique, et pourtant il y a quand même le désir de faire un récit intérieur. En fait, je pense que le récit, c'est pas un récit classique dans le sens où c'est pas une narration extérieure avec une dramatisation qui naît en fait de circonstances qui sont des circonstances extérieures. La dramatisation, elle se fait à l'intérieur. Le récit, en fait, et la narration, elle se fait à l'intérieur. C'est une narration qui est elliptique et qui épouse en fait le flux de conscience d'un protagoniste. Mais tu penses qu'il n'y a pas d'autre manière de raconter l'intériorité de quelqu'un ? En tout cas, nous, c'est la manière qu'on a choisie. Mais disons qu'il faut quand même pouvoir donner au spectateur des points de repère. Il faut quand même que le spectateur puisse en fait se raccrocher à quelque chose. Et s'il se raccroche à quelque chose, il se raccroche en fait à une narration qu'on lui donne, c'est-à-dire un chemin qu'on lui propose à l'intérieur de la conscience d'un personnage. Mais vous verrez dans notre film, ce chemin, il sera différent pour tout le monde. Il y a des balises, et comme dans le film de Malick, il y a des balises, mais le chemin que chacun emprunte va être différent. Parce que nous, on pense en fait vraiment que le film ne peut se compléter qu'à partir du moment où il est visionné. Qu'il faut en fait le concours actif du spectateur pour que le film soit fini. Donc il se finit en fait pour nous une fois qu'il est vu. Et peut-être pour conclure, il y a cette idée, en tout cas dans tous les extraits que vous avez montrés, il y a cette idée d'une expérience intime, quasi sensorielle en fait. C'est un peu ça que vous travaillez et que vous recherchez dans votre manière de mettre en scène
l'intimité des gens. Ouais, nous, ce qu'on cherche, en fait, c'est vraiment à ce que le spectateur puisse s'abandonner à quelque chose et qu'il puisse ressentir, en fait, ce qu'il veut, parce que je pense que l'expérience, notre propre expérience intérieure, la mienne, la vôtre, va nourrir différemment la façon dont vous allez voir le film. Et ce qu'on essaie de travailler, c'est ça, mettre le spectateur dans un état où il peut, en fait, s'abandonner à la fois à l'expérience proposée par la personne qu'on filme, mais à la fois sa propre expérience, que ça puisse résonner en lui, en fait, comme il le souhaite, comme vous le souhaitez, puisque c'est différent pour chacun. On te remercie, Thomas. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir écoutés, enfin d'avoir écouté Thomas surtout, c'était le plus important. Le film que vous allez voir, donc The Last Hillbilly, on aura l'occasion d'en discuter tous ensemble, parce qu'on va revenir tout à l'heure. Exactement. Et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. On vous souhaite une belle projection et merci d'avoir été attentif et de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.